Donc cette communication, elle a pour but de poser quelques pistes de recherche et non des résultats consolidés, de présenter en fait un contexte heuristique, celui de l'édition scientifique alternative comme moyen de communiquer, de diffuser de la connaissance scientifique au-delà du cercle des convaincus, mais aussi comme objet d'étude. L'idée étant d'arriver à cerner ce qu'est le science-zine, fanzine scientifique, objet éditorial en quête d'horizontalité, c'est-à-dire d'échanges non hiérarchisés, bilatéral, entre des scientifiques professionnels et un public amateur, mais aussi de voir ce science-zine comme un outil éventuel de production de connaissances scientifiques. Alors le premier point concerne la diffusion de la science, la médiation scientifique. Historiquement, la diffusion de la science se fait depuis le XVIIe siècle dans des revues scientifiques éditées par des sociétés savantes. L'idéal des Lumières d'un public éclairé, sapere aude, ose savoir, voilà la devise des Lumières, écrivait Emmanuel Kant, se matérialise au cours du XIXe siècle dans la science populaire, science produite par des amateurs, dont les voix sont relayées par un certain nombre de revues spécialisées ou dans des colonnes des quotidiens. Au XIXe siècle, il existe donc un rapport à la connaissance scientifique qui est horizontal ou quasi horizontal entre les savants professionnels et l'amateur de science qui peut être lui-même producteur de science. Cet intérêt soutenu pour la pratique scientifique amatrice, on la retrouve chez des auteurs savants comme Camille Flammarion, François-Vincent Raspail, avec sa démocratie médicale, ou Victor Meunier, qui est un des pères du journalisme scientifique critique. Alors tous sont défenseurs d'une plus grande justice sociale à travers le progrès scientifique, d'où qu'ils viennent. Et Victor Meunier, par exemple, convaincu des aptitudes scientifiques du peuple, il se définit comme un enquêteur, un informateur, mais il refuse l'idée d'une médiation nécessaire entre les savants et les masses populaires ignorantes. Éditeur de nombreux journaux scientifiques, lui le naturaliste déclassé, car il n'a pas pu exercer professionnellement sa formation scientifique, il va parler des sciences, en divulguer les contenus, proposer des hypothèses de travail, définir des champs de recherche et tenter de renverser le pouvoir de ceux qui se sont appropriés les connaissances afin d'en permettre le libre-échange. Donc dans l'esprit, la science populaire du XIXe siècle, elle préfigure en partie la science citoyenne ou les sciences participatives d'aujourd'hui. Elle se donne pour science alternative, libre, parce que non tenue par l'orthodoxie de la science officielle. Fin 19e et au cours du XXe siècle, on observe un changement radical du rapport entre la science et le grand public. On a tout d'abord un fossé qui se creuse, fossé théorique, lié à une science de plus en plus abstraite et qui ne fait plus écho au monde vécu et perçu au quotidien. Alors c'est par exemple l'apparition de la théorie de la relativité de l'espace-temps, puis de la physique quantique. L'amateur ne peut plus s'inspirer des progrès de la science, il ne peut plus rivaliser, et c'est là que la vulgarisation scientifique prend son essor, puisque la simple traduction d'un vocabulaire scientifique en langage commun ne suffit plus. Il y a des idées, des concepts qui échappent totalement au grand public et forcément une hiérarchie s'installe avec une franche verticalisation du rapport entre le scientifique et le grand public. On a un pouvoir de domination de l'homo sapientes, le savant, sur l'homo vulgus, la plèbe, cette foule anonyme en manque de science, croit-on. La vulgarisation s'impose alors comme une mission nécessaire et le vulgarisateur occupe ce no man's land supposé entre l'élite scientifique et la masse du public. Il devient le passeur, le distributeur de la bonne parole vers une masse ignorante qui ne demanderait qu'à être évangélisée. Ce faisant, le scientifique s'éloigne davantage du peuple. Et dans le même temps, au cours du XXe siècle, le grand public découvre le côté obscur de la science. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la chimie n'est plus amusante, c'est l'effet du gaz moutarde. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la physique effraie, c'est la bombe H. Et puis plus récemment, ce sont les OGM, etc. Donc la défiance vis-à-vis de la science serait grandissante, multiforme. Le fossé s'élargirait sans cesse, exacerbé, pourquoi pas, sur la période la plus récente par l'usage des réseaux sociaux pour la diffusion à grande échelle de théories populistes, complotistes, visant par exemple la remise en cause du changement climatique global, où il serait vu comme une pure invention de lobbies scientifiques destinés à obtenir des crédits de recherche. Le changement climatique serait une fiction scientifique, ou il serait contrôlé par des aliens, voire les Illuminati. Bref,
On sent que le rapport verticalisé entre le savoir scientifique et le grand public profite à ceux qui cherchent à décrédibiliser la science en général. Certes, de nouvelles formes de médiation comme les cafés des sciences réintroduisent de l'échange direct, mais l'horizontalité n'est pas encore totalement retrouvée, puisque c'est souvent un expert désigné qui vient confronter son savoir aux interrogations du public ou des citoyens, si on veut éviter un terme trop généralisant. Et c'est dans ce contexte d'instabilité que je pense le fanzine scientifique a son mot à dire. Support médiatique d'apparence banale, de facture bon marché, il ne fait pas très sérieux de prime abord. Il semble fragile, donc inoffensif. Pourquoi s'en méfierait-on? C'est là un premier atout. On va le prendre en main, le feuilleter, le lire sans a priori. À la suite sur plein gré, on s'ouvre à la science, aux sciences en général. Le science-zine possède donc cette première vertu de ne pas provoquer un rejet réflexe du média scientifique. Ensuite, sa facture ou son éventuelle esthétique Lofi propose une médiation qui n'apparaît pas hiérarchisée. On est, et c'est pour cela que le terme zine se justifie, dans un mode de communication horizontale. Le processus de création pouvant associer scientifiques, artistes, journalistes, amateurs ou professionnels, témoigne d'une circulation omnidirectionnelle de l'information scientifique et non pas top-down, comme c'est le cas pour la vulgarisation scientifique. Donc premier point, le science-zine est un objet de médiation scientifique innovant, permettant de toucher un nouveau public, et en retour, le fanzine critique de la science devient un outil démocratique majeur. Second point, le science-zine est-il aussi un outil de recherche scientifique? Alors c'est un peu plus compliqué à cerner, parce que là c'est la définition même de fanzine scientifique qui ouvre la voie ou non à l'objet fanzine comme outil de recherche. Cette définition, elle n'existe pas à l'heure actuelle et me paraît un peu prématurée, vouloir figer une expression derrière une réalité qui est en cours de construction. Donc hypothèse de travail qui est la mienne, et que je formule pour conclure, le fanzine scientifique peut être un outil de recherche scientifique lorsque, par exemple, son processus de création aboutit à la production de faits, de données scientifiques. Exemple ici, c'est la production d'un fanzine par des adolescents dans un cadre thérapeutique, l'objet produit devenant une matière première à analyser. Ce qui est assez classique, c'est le fanzine orienté données scientifiques. Mais la production de ce fanzine au sein d'ateliers dans un cadre hospitalier est aussi source de données scientifiques à analyser. Et là, c'est le fanzine comme outil scientifique, avec une fonction thérapeutique. Donc, l'appellation science-zine est-elle réservée simplement aux fanzines qui parlent de science ou aux fanzines produits au sein de programmes de recherche académique ou bien aux fanzines utilisés comme outil scientifique? C'est les questions que je soumets. Voilà, je vous remercie.